Bonjour, on a mis nos tenues de voyageurs au long cours aujourd'hui pour le plateau du Festival Les Chevaux du Sud sur le Salon du Cheval. J'ai le plaisir d'accueillir une grande voyageuse, Gladys Le Carpentier. Bonjour Gladys. Bonjour Didier. Donc j'ai longtemps hésité à savoir comment j'allais te présenter, voyageuse au long cours, éthologue, instructrice et maintenant réalisatrice avec ce nouveau voyage. Qui es-tu? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, pour gagner des sous, pour gagner ma vie, je travaille sur deux pôles. Donc j'enseigne l'instruction dite éthologique, effectivement classique et un petit peu aussi de pleine nature. Et je travaille sur le pôle cheval, débourrage, dressage et rééducation. Et accessoirement, donc, quand j'ai les poches assez pleines, je pars à cheval, voilà, visiter les pays qui me donnent envie. Voilà, alors là on est là pour présenter le dernier film, j'allais dire, mais c'est aussi le premier film de Gladys. Tout à fait, c'est ma première expérience sur la réalisation. Voilà, donc c'est un film qui s'est fait entre le Maroc et la France. Avant d'en parler, on va tout de suite regarder un premier extrait et rentrer dans ton univers. D'accord, merci. Voici l'histoire d'un voyage épique. Gladys Le Carpentier débarque en terre marocaine afin de poursuivre une quête à la mémoire de son grand-père, James Wingfield, surnommé le Globetrotter à la cravache. Il fut le dernier crack jockey afro-américain à remporter back-to-back le Kentucky Derby il y a plus d'un siècle. Les recherches de Gladys la plongent dans une époque bien plus ancienne et la ramènent aux origines du cheval de Berberie, ancêtre lointain des chevaux qui ont conduit James Wingfield sur les chemins d'une gloire internationale. La cavalière au long cours se lance donc un nouveau défi. Parcourir 3000 km de Marrakech à Poitiers sur les traces des chevaux qui ont accompagné au 8e siècle la conquête maure. Voilà, alors le premier extrait du film sur le cheval de Berberie. Alors déjà, le cheval de Berberie, il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Oui, en fait, il est plus communément appelé le cheval barbe. Donc c'est une race de chevaux qui est très ancienne en fait, et qu'on va retrouver dans plusieurs races actuelles, comme le lusitanien, le cheval espagnol. On en retrouve même des traces dans le pur sang anglais. Et par colonisation espagnole et portugaise après, sur le continent américain, dans le Spanish Mustang, etc. Donc voilà. Et alors ce voyage du Maroc jusqu'à la France, pourquoi ce voyage? Pourquoi ce choix? Alors en fait, personnellement, on m'avait vanté les vertus donc du cheval barbe et entre guillemets les beautés de l'Atlas. Donc j'avais un petit peu envie de découvrir cette région-là avec les chevaux locaux, quoi. D'accord. Et donc, si on veut parler un petit peu du voyage et rentrer dans le vif du sujet, les meilleurs et les pires moments pour toi, en quelques mots, ça a été quoi sur un voyage de cette dimension? Alors sur les meilleurs moments, c'est un petit peu difficile à décrire en fait, parce que vraiment un voyage à cheval, un voyage au long cours, c'est un petit bout de vie. C'est pas comme quand on part en vacances pendant 15 jours et qu'on a plein de choses à raconter. C'est très difficile de partir sur presque un an, de rentrer et de débriefer entre guillemets, j'ai envie de dire. L'accueil au Maroc, l'accueil que j'ai eu aussi en Espagne, en Andalousie, les amis, les cavaliers que j'ai rencontrés au Portugal m'ont beaucoup touchée.
Le tempérament des juments, qui vraiment, j'ai découvert un tempérament exceptionnel chez ce petit cheval de montagne. Et sur les coups durs, je pense que vous allez le voir, en fait, c'est la séparation avec une de mes équipières, qui normalement avait été sélectionnée, que j'avais sélectionnée pour faire tout le périple, et qui malheureusement a dû souffrir une ténosynovite et, entre guillemets, lâcher le projet, quoi. Ok. Alors sans plus attendre, on va regarder un deuxième extrait dans lequel, là, on va se rendre compte de la polyvalence qu'il faut pour effectuer ce genre de voyage. Autorise-moi à comprendre tes peurs. Laisse-moi t'aider à les inhiber. Écoute ma voix. Confie-moi ton cœur. Accepte d'être justement guidé. Tumia, 4 ans, et Elbeta, 14 ans, étaient toutes deux destinées à la reproduction et n'ont donc jamais connu aucune forme de dressage ni quelconque type de travail. Le premier challenge pour la jeune femme de cheval se pose là. Gagner la confiance d'un cheval et établir une forme de complicité telle que l'animal s'abandonnera aux indications de son meneur, devant les obstacles les plus impressionnants. Comment faire comprendre à ces deux juments, chouchoutées depuis leur enfance, qu'elles vont affronter l'effort, le chaud, la soif et la faim, et qu'il faut d'ores et déjà développer en elles un tempérament de véritable opportuniste. La préparation de Tumia et Elbeta se poursuit, en collaboration avec des professionnels locaux, héritiers d'un long savoir-faire ancestral. بالنسبه لي انا ما نقدرش واش غادي يخرج فيها هذا الشهر كاين 6 ديال الناس اللي عندهم هذا الحال حتى انا مثلا انا عربي وانت بروفيسيونيل. Ça c'est pour vous. C'est pour aider, le cheval عربي de voyage. Comme ça. Voilà. Tout de suite, c'est pas de وهذا C'est pas ça. Ça c'est pas arrivé. Non, en bas c'est nickel, ouais. Non, en bas on touche pas. Oui, en haut, il y a un peu de sur donc. Ouais, et en haut c'est juste vers les prémolaires en fait.
L'équipe quitte le raffinement et la bonne humeur du haras national de Marrakech pour une ultime mise au point technique au pied du Haut Atlas, à une vingtaine de kilomètres. Sur place, Ajouad, le chef de la station de monte d'Aïtourir, est là pour accueillir les futures aventurières. C'est hyper incliné quoi. Il est maintenant grand temps de finaliser les adaptations du matériel et de se ravitailler avant le grand départ. Voilà, alors là on est dans la préparation du voyage. Oui, en fait, effectivement, ce type de voyage est un petit peu différent du voyage à vélo, du voyage à pied. Il faut, à partir du moment où on voyage avec des animaux, ça s'improvise pas. Il faut un petit peu maîtriser toutes les techniques inhérentes au voyage à cheval et être, sans être spécialiste, un petit peu bourrelier, dresseur de chevaux, bien sûr cavalier, maréchal ferrant, un petit peu vétérinaire, enfin voilà. Est-ce que ça veut dire que sur le parcours, sur le voyage, s'il y a un problème de maréchalerie ou de sellerie, il faut se débrouiller tout seul ou on cherche localement les spécialistes? Si on ne sait pas faire et qu'on a la possibilité de trouver localement de l'aide, tant mieux. Mais souvent, quand on est au milieu de la pampa et qu'il y a une étrivière qui lâche, une sacoche, ou on perd un fer, il faut reférer, c'est bien de pouvoir s'en sortir tout seul, effectivement. Dans le cas contraire, ça se complique assez rapidement. Alors justement, un voyage comme ça, quelques chiffres, ça durait combien de temps, combien de kilomètres, combien de temps de préparation avant? Enfin, ça s'improvise pas, on ne se réveille pas un matin en disant je vais partir, voilà. Comment ça se prépare? Alors en termes de préparation, ma préparation personnelle avait déjà été faite, puisque j'en suis pas à ma première expédition en autonomie. Le voyage en lui-même a duré 10 mois avec 7 mois de marche active, parce qu'on a eu une très très longue période de quarantaine. 3000 km, donc sur 4 pays traversés. Voilà, sachant que moi, je ne m'impose aucune contrainte en termes de kilomètres, de timing. Enfin, je ne suis pas du tout dans une dimension de défi sportif, mais bien au contraire de voyage, donc de prendre le temps de partager avec les locaux, de regarder les petits oiseaux, donc, et de me faire plaisir. Et surtout, le seul défi que je m'impose, c'est de partir avec des chevaux qui sont comme ils sont au départ, mais d'arriver avec des chevaux en meilleur état. Alors justement, les chevaux, il faut que tu nous parles un peu des chevaux. Il y en a eu 3, je crois, tout au long du voyage. Et c'est des chevaux que tu as trouvés là-bas. Enfin, comment ça s'est passé aussi, ça? Alors en fait, j'ai eu une chance assez exceptionnelle sur cette expédition. J'ai rencontré Omar Scali, qui est directeur général de la Société royale d'encouragement du Maroc, et Anej Jamaï, en fait, qui est un éleveur privé qui possède le haras Al-Borak. Et donc j'ai rencontré ces deux personnages assez merveilleux, et en discutant, en fait, on s'est liés d'amitié. Et c'est vraiment l'histoire de 3 copains qui avaient envie de défendre un petit peu ce cheval barbe. Donc Omar Scali m'a gentiment prêté une jument des haras nationaux, Toumia, 4 ans. Très très jeune, mais ma foi, elle a fait ses 3000 km et elle est arrivée superbe. Et Anej Jamaï m'a prêté une jument barbe qui s'appelait Albeta, qui avait 14 ans, mais qui en avait encore bien sous le sabot. Malheureusement, elle a eu un petit souci que vous allez découvrir et qui aura été pendant le voyage remplacée par une autre jument, qui s'appelle Kamar. D'accord.
Donc on va rentrer dans le vif du sujet là avec un troisième extrait qui nous emmène, je crois, pour le début de la traversée du Haut Atlas. Tout à fait. Voilà, je vous invite, le Haut Atlas. Non loin du barrage Moulay Youssef, dans la région d'Azil al-Tadla, et bercée par les couleurs d'une nature paradisiaque, Gladys ignore qu'elle va au-devant d'une cruelle désillusion. Je suis dans un paysage magnifique, mais j'arrive pas à me réjouir. Albeta s'était fait mal à l'antérieur droit le mois dernier, pendant la préparation. Et en fait, le fait d'avoir crapahuté, ça a réveillé cette boiterie. Et j'ai jamais vu une jument aussi courageuse. Elle dit rien. Je la vois souffrir en fait. Et la jument continue d'avancer coûte que coûte. Soit elle arrive à se reposer, ça va mieux et elle rejoint l'équipe. Et j'aimerais vraiment faire l'expédition avec cette jument parce qu'elle est vraiment... Soit je continue avec le petit bébé de 4 ans, Toumia, jusqu'à Poitiers, je sais pas. Inch'Allah. Le diagnostic est tombé. La courageuse Elbeta ne réintégrera pas l'équipe. Gladys, malgré sa peine, doit continuer avec Toumia, désormais sa seule amie. Le bas et les sacoches sont confiés, tout le matériel de confort est sacrifié, à commencer par les effets personnels de la cavalière, qui ne garde que les habits qu'elle porte, une brosse à dents et, ma foi qu'on lui pardonne, un livre de Jean-Louis Gouraud pour animer ses soirées. Maître dans l'art de gérer l'effort de ses chevaux sur le long cours, l'aventurière marche beaucoup à pied et n'augmente le rythme du voyage que progressivement, afin de laisser à Toumia le temps de forger ses pieds et de faire son dos. La faune locale dans ces régions du Haut-Atlas est plutôt inoffensive. Cependant, Gladys prend soin de sécuriser les voies d'accès au bivouac en disposant branches et brindilles qui n'ont pour fonction que de prévenir du passage d'un éventuel intrus.
عليكم السلام. صوري في النزلق بس تقص الباطل. لاباس؟ لاباس الحمد لله. بخير؟ بخير. Le tandem frôle maintenant une moyenne de 20 à 25 km par jour. Mais le pas reste l'allure maîtresse. Un rythme lent. Imaginez la cadence de ce type de voyage. C'est comme tenter de mesurer la course du soleil de l'aube au crépuscule. Les jours passent et la complicité entre Tomia et Gladys devient plus forte. Une certaine forme d'interdépendance et un lien invisible se crée entre la jeune arabe barbe et sa cavalière. Les forts dénivelés et la chaleur font souffrir Tomia. Gladys veille à réadapter les arçons de sa selle afin de mieux épouser la forme du dos de la jument. Mâche. Allez, viens bébé. Voilà, alors, nouvel extrait du voyage dans lequel Gladys nous expliquait qu'elle n'avait de la place pour emporter un seul livre pendant tout son voyage. Et ce livre, c'est Le Pérégrin émerveillé de Jean-Louis Gouraud, qui vient d'obtenir le prix Renaudot pour cet ouvrage. Et magie du direct, nous avons trouvé Jean-Louis dans les allées du salon et il est venu nous rejoindre. Alors Jean-Louis, bienvenue avec nous sur le plateau du festival. Et qu'est-ce que t'inspire ce voyage de Gladys avec ces fameux chevaux barbes que tu affectionnes tant, je crois? Enfin, d'ailleurs, premièrement, il n'y a pas de hasard. Tu ne m'as pas trouvé par hasard. Je suis venu spécialement pour écouter Gladys. Donc, il n'y a aucune espèce de hasard dans cette affaire. Donc, je suis venu écouter, revoir Gladys parce que je l'admire beaucoup. Je l'estime beaucoup parce qu'elle ajoute à l'exploit beaucoup d'humour et d'humanité. Et puis, je lui suis reconnaissant aussi de mettre en valeur les qualités ancestrales, traditionnelles du cheval barbe. Marrakech-Poitiers, c'est pas mal. La prochaine fois, elle pourrait peut-être refaire la route de Hannibal, c'est-à-dire partir de Carthage. Faudrait qu'il réouvre les frontières d'abord. Oui, voilà. Le seul obstacle, c'est qu'en effet, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est toujours, hélas, fermée pour des raisons absurdes. Mais dès qu'elle s'ouvre, je compte sur toi pour refaire cette route
Donc ce serait la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, les Pyrénées, les Alpes. Jusqu'à Rome. Jusqu'à Rome et jusqu'à Capoue, où se trouvent les fameux délices auxquels tu ne manqueras pas de t'abandonner, tel que je te connais. Voilà, en tout cas, compliment, bravo, ce que tu as fait, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et en plus, c'est charmant. On voit ta relation avec les chevaux, ta relation avec les hommes, ta relation avec toi-même, aussi avec tes propres emmerdements que tu gères très bien. Donc voilà, je t'admire et je t'aime et tout, voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors j'ai oublié de vous préciser que Le Pérégrin émerveillé était le récit d'un voyage aussi de 3000 km qu'avait fait Jean-Louis entre... Un réel exploit, 3000 km Paris-Moscou, ouais, avec deux chevaux menés à la Turkmène, ça c'était aussi quelque chose, quoi. Fallait vraiment le faire, quoi. Voilà, alors 2 voyageurs au long cours sur le plateau aujourd'hui. Jean-Louis, de manière un peu plus générale, si on veut parler du voyage au long cours à cheval, justement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour entreprendre un tel voyage? Tu parles des qualités du cavalier ou des qualités du cheval? Les deux. Les et deux, la ouais. relation entre les deux surtout. Ouais, bah dans les deux cas, c'est le moral. Il faut des chevaux qui aient le moral. Parce que chacun sait que le cheval est un animal qui n'aime pas trop qu'on lui change ses habitudes. Il aime bien retrouver à la même heure les mêmes odeurs, les mêmes lieux, les mêmes gens, tout ça. Or, le voyage à cheval, c'est exactement le contraire. Si on lui change tous les jours et à tout moment ses habitudes et l'odeur de son picotin, l'odeur de l'eau qu'il aura à boire, l'espace dans lequel il va pouvoir se reposer. Et donc, tu as des chevaux qui ne supportent pas, ça les stresse, quoi. Ça finit par les angoisser et finalement par les déprimer et finalement, ils refusent d'avancer. Donc, la qualité principale, c'est, bon, en dehors du fait qu'ils puissent mécaniquement quand même tenir le coup. Enfin, ça, c'est au cavalier aussi de gérer l'effort. La qualité principale, c'est le moral. Voilà, il faut des chevaux qui, le matin, aient envie de repartir. Moi, en tout cas, c'est mon expérience dans ce Paris-Moscou. Le voyage a été fait, pas tellement par moi, mais par un cheval qui s'appelait Robin de la Meuse, Prince de la Meuse, pardon, et qui tous les matins était d'attaque en disant où est-ce qu'on va, quoi. Quand on arrivait à Moscou, il se demandait où était Pékin. Voilà. Alors le moral, c'est aussi, il faut l'avoir, parce que je ne sais pas si dans ton cas, tu as été victime de ces petits coups de blues, où de temps en temps, on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venu m'emmerder dans des trucs absurdes, inutiles, pour démontrer rien du tout, tout ça. Bon. Et là, c'est bon d'avoir un cheval qui a le moral et qui te dit non, tu as commencé, il faut continuer, quoi, voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, ça peut arriver. Alors moi, c'est souvent cumulé au fait que y a certaines régions où on est un petit peu moins bien accueillis que d'autres. Et en général, effectivement, quand l'hospitalité et la chaleur humaine fait défaut, c'est là que j'ai un petit coup de blues. Mais souvent, en fait, il y a toujours un problème avec les chevaux qui fait qu'on est obligé de se surpasser, de se lever le plus tôt le matin et qui vous redonne la niaque. Ouais, tout à fait. Et dans tous ces pays traversés, le fait d'être une petite jeune femme toute seule avec ses chevaux, c'est pas un problème des fois? Alors sur la dernière expédition, Maroc, Portugal, Espagne, France, absolument aucun problème de sécurité. N'importe quelle petite nana peut se balader courageusement et vraiment j'ai eu aucun souci, même de ressenti. C'était pas du tout comparable à ma dernière expédition, par exemple en Amérique centrale, où effectivement il fallait beaucoup plus rester en état de veille et être vigilant, quoi. Alors, on va retourner dans le film pour un nouvel extrait. Et après, on parlera un petit peu du côté réalisation, justement. Bien sûr, avec plaisir.
Les sources de Marabia s'invitent au voyage. La piste tire sa révérence et laisse place à un monticule de roches mal érodées qui rendent leur franchissement des plus périlleux. Eso, bonita. Eso. Voilà, donc Gladys, là on commence à voir un petit peu les difficultés du voyage et certains passages un peu périlleux. Ça fait partie des moments où on se dit mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Oui, tout à fait. Des fois, on a beau avoir certaines notions en topographie et bien regarder la carte, mais la carte raconte pas toujours tout, nous livre pas toujours tous les secrets. Donc voilà, mais bon, c'est des juments qui s'en sont quand même relativement très très bien sortis sur ce genre de petits passages un peu difficiles, quoi. Alors justement, sur la carte et en théorie au départ, comment on choisit son itinéraire en fait? Comment on décide de passer par là? Alors je ne sais pas comment font les autres cavaliers au long cours. En tout cas, moi personnellement, je choisis les régions plutôt au niveau culturel que j'ai envie de découvrir.
Voilà, si on me dit le Moyen Atlas c'est magnifique, le Haut Atlas c'est magnifique, je dis bon bah ok, je vais faire le Haut Atlas, le Moyen Atlas, et après je prends la carte et je regarde effectivement déjà si c'est quand même faisable, si je vois pas trop de verre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'herbe et surtout de l'eau pour les chevaux. Et après à partir de là, j'essaye de trouver les pistes, les chemins de traverse et d'essayer. Enfin, j'évite au maximum de voyager sur l'asphalte. Ça paraît très simple hein, quand on t'entend parler comme ça. On a l'impression que demain, on peut partir, prendre un cheval et partir. Il y a quand même quelques difficultés. Non, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de partir sur un voyage dans ce genre? En fait, il y a tellement de problématiques différentes sur que ce soit la topographie, la gestion avec les locaux, ça peut être la gestion avec les autorités, les administrations, gérer l'effort des chevaux. Ça dépend vraiment, et je pense que les difficultés sont pas les mêmes pour tout le monde. Le point essentiel, ce que je conseille, parce que j'ai pas mal de projets en fait, de gens qui sont porteurs de projets et qui me demandent conseil, et je leur dis tous préparez-vous un maximum. C'est déjà vivre son voyage quelque part, c'est 50% du voyage et ça permet vraiment d'éviter. Après, voilà, il y a un moment donné, c'est l'aventure, c'est l'autonomie. On sait pas ce qu'il y a à la fin de la journée, et c'est un peu aussi pour ça qu'on part. Donc, tout peut pas être réglé au millimètre, mais bien se préparer, c'est se garantir le maximum de chances d'arriver avec succès et avec surtout une équipe, des chevaux en bon état, quoi, chevaux ou mules. Alors toi, sur ce voyage, tu as ajouté une autre difficulté qui a été la réalisation d'un film. Donc, je suppose que ça a demandé de faire des allers-retours, de placer la caméra, d'aller rechercher les chevaux. Enfin, comment ça se passe? Alors en fait, déjà l'idée, pourquoi je suis partie avec une caméra, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand je faisais des conférences avant, il y avait des dimensions du voyage à cheval que j'arrivais pas à faire passer avec des images figées, de la photographie ou bien des mots. Et je me suis dit un jour, par exemple, le rythme du voyage à cheval, comment expliquer que 5 km/h sur plusieurs mois d'expédition, quand on n'est pas habitué et qu'on a un rythme de vie, par exemple, à Paris, métro, boulot, dodo, c'est vraiment un changement drastique et auquel il faut s'habituer. Donc je m'étais dit un jour, il faut que je parte avec une caméra et que je montre aux gens, que je les fasse rentrer dans la véracité, dans l'authenticité du voyage à cheval. D'où donc cette motivation de partir équipé d'une caméra. Alors après, je me suis rendu compte que c'était pas chose évidente. Alors on perd un petit peu de temps, faut avoir envie de le faire. Le souci majeur en fait, c'est que c'est des animaux, les acteurs, donc ils font jamais 2 fois la même chose. Donc c'est très difficile de refaire 2 fois le même plan. Je suis partie avec un trépied qui me permettait donc quand je voyais un endroit sympathique, je descendais de cheval, je posais mon trépied, je mettais ma caméra, je repartais chercher mes chevaux, je passais devant la caméra mine de rien, je descendais de cheval, j'éteignais la caméra, je rangeais le trépied. Et là on se rend compte que des fois on n'est pas du tout dans le cadre, donc on reprend le plan, voilà. Mais mine de rien, on avait à peu près 20 heures de rush sur ce documentaire. Mais à la fin, on a décidé de garder 2 fois 52 minutes, parce que c'est ce qui rentrait le mieux dans le cadre du rythme, qui décrivait le mieux le rythme du voyage. Et il y avait quand même des belles images, quoi. Effectivement, il y a 2 films en fait. Il y a le film en 2 parties. Là, on voit la partie marocaine, mais il y a une deuxième partie qui est Portugal, Espagne, France. Voilà, la partie européenne, exactement. En fait, au départ, l'idée était vraiment de faire un seul 52 minutes. Mais avec l'équipe de montage, on s'est rendu compte au bout de 53 minutes, juste sur la partie marocaine, en obtenant ce qu'on appelle un ours mal léché, qu'on était dans le rythme du voyage à cheval. C'est un peu comme un cheval qui est dans sa propre cadence, et le changer de sa cadence, on perd soit en impulsion, soit en équilibre. Donc on a décidé, d'un commun accord avec les partenaires, de faire 52 minutes. Voilà. Voilà, donc on repart dans un dernier extrait du film avant de te retrouver. Et là, il y a un nouveau personnage, je crois, qui... Voilà, il y a une petite surprise, donc vous allez voir, je vous laisse découvrir. Donc là, on part plutôt, par contre, on vient de quitter le Moyen Atlas et on part sur le Rif. سخور سخور بزاف لا Très fort. C'est très chaud. صافي ولا مازال Pas encore.
En pénétrant dans les entrailles bouillonnantes du Rif, la famille s'agrandit. Toumiya cède sa place de Benjamin à une petite bergère de l'Atlas. Son destin sera de grandir avec le voyage. Elle s'appelle Mektoub. Quel poisson, mon titi? Quel poisson, mon titi? Quel poisson? Quel poisson, il mange? Chacune a trouvé sa place. Kamar assume pleinement son nouveau rôle de jument de bas, au plus grand bénéfice de la croissance de Toumiya qui se termine. La nuit apparaît parfois comme une bénédiction. Elle apporte son voile de fraîcheur qui aide à oublier les derniers kilomètres parcourus sous plus de 50 degrés. Il faut désormais en faire sa complice et poursuivre avec elle. Salam. Salam. بس صباح لاباس. On y va? يلا نزيد Vous pouvez prendre le sac? Oui. La voiture? Oui. La gendarmerie royale s'est spontanément proposée d'escorter l'équipe et d'éclairer ses pérégrinations nocturnes. يلا مكتوب مكة ملكة. Le paysage n'existe plus. Les contours des montagnes rifennes disparaissent dans la nuit. Seule subsiste l'imagination du voyageur nomade qui erre entre les ombres et les étoiles. Voilà, dernier extrait de ce film sur le salon, ici avec Gladys. Donc là, on s'aperçoit qu'il faut s'adapter non seulement aux chevaux, au rythme des chevaux, mais aux aléas du climat aussi. Oui, tout à fait. En fait, là, la gendarmerie royale du Maroc s'était spontanément proposée pour nous accompagner dans nos pérégrinations nocturnes, dans la mesure où à 10-11 heures du matin, dans le Rif, on est sur le mois d'août, il faisait 52 degrés quoi, à l'ombre. Donc, à la limite, pour les chevaux, ça allait. Je pense que celle qui souffrait le plus, c'était la dernière recrue, le petit chien, Mektoub. Et puis les mouches qui étaient devenues vraiment très agressives, quoi. Donc voilà, on a dû voyager de lui. C'est une autre expérience. On profite moins du paysage. Du coup, les montagnes rifennes pour moi étaient assez obscures, mais c'était une expérience très sympathique par rapport à ces gens qui se sont mobilisés pendant 5 à 6 heures de marche à 5 km/h dans une voiture. C'est vraiment c'est vraiment lent. Pour pouvoir nous donner de la lumière et pour pouvoir nous permettre d'avancer, quoi.
pendant le ramadan en plus. Donc autant dire qu'ils étaient motivés, quoi. Ils auraient préféré être à la maison en train de manger des dattes ou autre chose, quoi. Voilà, il faut avancer. De toute façon, il faut avancer quoi qu'il arrive. Et les aléas du climat, tu les as connus aussi là, à l'extrême inverse, pendant la traversée des Pyrénées, je crois. Oui, oui et non. En fait, effectivement, on a passé les Pyrénées. Donc c'est dans le 2e DVD sur la partie européenne, avec 2 mètres de neige. Là où j'ai eu le plus froid, c'est début mars, en traversant le parc des Landes de Gascogne. Parce qu'en fait, le printemps arrivait, il y avait une espèce de guéguerre entre le printemps et l'hiver, ça jouait au chat et à la souris. Et dans l'après-midi, j'étais presque en t-shirt, il faisait 16 degrés à peu près. Et en une nuit, on tombait à -2, -3, quoi. Et là, autant dire que le corps, quand il vient de se farcir quelques mois de froid, il comprend plus parce qu'il se dit ok, il commence à faire chaud, donc quelque part, il arrête de se battre. Et le fait que les températures rechutent drastiquement comme ça, en fait, il a envie de dire bon, c'est bon, moi je te suis plus dans tes bêtises là, tu continues toute seule. Voilà. Alors, on pourrait discuter pendant des heures avec Gladys, hein, je pense, et continuer à parler de ces images, mais il va falloir conclure quand même. Donc, actuellement, tu as des projections du film qui sont prévues, je crois, et il y a quelques dates à retenir. Oui, tout à fait. Alors, le coffret DVD est disponible sur mon site, equinatural avec un k.com. Et la prochaine projection est prévue le 5 janvier à la salle de cinéma La Talente à Maison Lafitte. Voilà, donc c'est le dimanche 5 janvier à 11h. Voilà, et on a décidé en discutant, depuis qu'on prépare cette émission, que tu ferais aussi partie de nos invités cet été sur le festival Les Chevaux du Sud en Camargue du 11 au 15 juillet. Et oui, avec plaisir. Et là, je pense qu'on fera plusieurs séances et qu'on prendra le temps de regarder la totalité des 2 heures du film. Donc si vous voulez continuer la discussion avec Gladys, il n'y a pas de problème, elle est là. Elle a préparé, je crois, des DVD et elle peut vous les dédicacer juste à côté du plateau ici. Et voilà, donc un grand merci Gladys pour ce passage sur le salon. Merci à vous, merci beaucoup. Et à très bientôt.